que je vais vous demander, c'est de couper votre micro pour pas que ça fasse d'interférence, mais a priori, tout le monde l'a coupé. Vous m'entendez bien? Levez le bras si vous m'entendez. Oui, très bien, merci. Donc, coupez votre micro, s'il vous plaît, puis vous le rallumerez quand vous aurez des questions à poser. Alors, aujourd'hui, on a pour notre première séance de cette nouvelle année universitaire, on a le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Bonnette, qui était jusque très récemment chef du service de chirurgie thoracique à l'hôpital Foch à Paris, qui est un pionnier de la greffe pulmonaire, mais il va pas nous parler de la greffe pulmonaire aujourd'hui, il va nous parler de la chirurgie de l'aspergillome. L'aspergillome, c'est un problème que vous devez rencontrer de temps en temps, parce que c'est quand même la rançon des vieilles séquelles de tuberculose en particulier. Alors, on va l'écouter et puis tout à l'heure, nous lui poserons toutes les questions. Est-ce que vous avez bien l'image de la diapositive? Vous levez le bras si vous la voyez. Merci. C'est parfait, merci. Alors, on écoute Pierre Bonnette. Merci beaucoup. Bon, écoutez, c'est un plaisir d'être ici pour partager un petit peu des diapositives sur un sujet qui, j'espère, va vous intéresser. La diapositive. Vous n'avez pas? Ah. Conakry n'a pas la diapositive. Ben écoutez, les autres ont la diapositive, donc c'est un problème à régler à Conakry. Hein. Tout le monde a la diapositive à part Conakry? Oui. Ah bon, c'est bon. Donc résolvez votre problème à Conakry. Voyez avec votre technicien. Bon, tu peux y aller parce que il va. Oui, oui. Bon, ben on va y aller. Et c'est un plaisir pour moi de parler de ce sujet, la chirurgie de l'aspergillome. Alors, vous connaissez probablement Sandrine Godet qui avait fait beaucoup de travail sur l'aspergillus. Et dans cette diapositive, il y a toutes les manifestations pathologiques liées à l'aspergillus. Et dans ces manifestations, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la présence d'un aspergillome dans une cavité préexistante. Mais vous savez qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une aspergillose cavitaire et une aspergillose nécrosante. La publication datait de 2014 et dans le European Respiratory Journal, en 2016, il y a eu des guidelines sur ce que l'on appelle les différentes formes d'aspergillose pulmonaire chronique. Alors bien sûr, c'est un schéma compliqué parce que toutes les entités se recoupent un petit peu et vous avez l'aspergillome simple, qui est souvent mis en anglais SA, des nodules aspergillaires, et puis plus bas, un grand cercle, vous avez l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, qui sous-entend une petite immunodépression, qui peut évoluer vers l'aspergillose fibrosante, et puis du côté droit, des formes liées un peu à l'immunodépression, qui sont les formes subaiguës invasives, qu'on appelle SAIA, ou les formes d'aspergillose nécrosante pulmonaire chronique, CNPA. Et le problème, c'est que vous voyez que tout ça est un petit peu à cheval l'un sur l'autre. Alors nous opérons un certain nombre de patients qui ont des atteintes aspergillaires. Ces atteintes aspergillaires peuvent être installées sur des lésions kystiques sur poumon sain, c'est pas fréquent mais on le voit de temps en temps, ou bien sur une cavité secondaire, un abcès pulmonaire, un infarctus pulmonaire, mais le plus fréquent chez nous et encore plus fréquent chez vous, c'est sur les séquelles de tuberculose classique, et il y a donc une prévalence franche de ces situations en Afrique et au Maghreb. Et nous, on a vu assez souvent des colonisations pulmonaires à mycobactéries atypiques qui vont créer des cavités sur une dystrophie pulmonaire et qui vont secondairement être aspergillisées. On a des aspergilloses sur sarcoïdose, on a des aspergillomes sur poche résiduelle après chirurgie thoracique. En fait, ça c'est de l'aspergillose pleurale.
Alors on va aller un petit peu plus loin. Quel est le mécanisme? Eh bien, en principe, il y a une cavité aérée secondaire à la maladie sous-jacente, par exemple l'évacuation d'une nécrose caséeuse, et cette cavité s'épithélialise. Il y a une colonisation aérienne par de l'aspergillus, qui bénéficie d'une température et d'une humidité favorables. Le problème, c'est que l'aspergillus va sécréter des enzymes qui vont avoir tendance à agrandir la cavité. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et puis, secondairement, va s'installer une revascularisation artérielle bronchique qui va être responsable d'hémoptysie. Et donc, le facteur prédominant pour la chirurgie, c'est l'existence d'hémoptysies qui vont d'un simple crachat teinté à une forme cataclysmique. Mais on peut avoir en plus de ces hémoptysies de la dyspnée, une toux, un amaigrissement, de la fièvre, et qui est lié à la maladie sous-jacente, l'aspergillose chronique, qui est associée à des truffes aspergillaires. Alors voici différentes formes d'expression de l'aspergillose pulmonaire. En haut à droite, vous avez un aspergillome simple dans une cavité à parois fines. En bas à droite, un nodule aspergillaire, il n'y a pas d'air, c'est une entité qui est assez peu fréquente. Et puis en haut à gauche, vous avez aspergillose invasive subaiguë. Dans les papiers anglais, c'est SAIA. Et dans la partie basse à gauche, les aspergilloses chroniques cavitaires qui contiennent des foyers d'aspergillome. Alors, on a un certain nombre de séries publiées de chirurgie. Le recueil s'étale souvent sur plusieurs décennies. Ça provient de pays aux conditions sanitaires très variées, donc la comparaison des résultats est difficile, et bien sûr avec une forte prévalence de la tuberculose. Et dans ces papiers de séries chirurgicales, en général, traditionnellement, on divise les pathologies en aspergillose simple, avec un bon état pleuropulmonaire, une cavité à bord fin, pas de symptômes, pas de troubles respiratoires, pas de tare nutritionnel. Et puis les autres, ce sont les aspergilloses complexes, qui sont souvent dans le cadre d'une aspergillose chronique cavitaire. C'est une classification qui est ancienne, vous voyez, de 1960. Et quand on a des formes complexes, eh bien, l'hypervascularisation bronchique est en général présente, il y a une pachypleurite, souvent des symphyses au niveau des scissures, des lésions fibro-emphysémateuses qui sont étendues en dehors du lobe le plus atteint, ou du segment le plus atteint, ce qui fait que si on opère les patients, on risque d'avoir des fuites aériennes post-opératoires qui ne sont pas toujours simples à gérer, et on peut avoir une fonction altérée avec un patient amaigri, ce qui fait que la chirurgie dans les aspergillomes complexes a un risque qui est augmenté. Il faut bien reconnaître malgré tout que dans les publications qui ont été faites, et vous voyez une série de publications en petit, eh bien le risque opératoire qui est dans cette colonne-là est en diminution franche dans l'ensemble des publications, et ceci concerne les complications post-opératoires et la mortalité des formes complexes, parce que dans les aspergillomes simples, en général, la chirurgie n'a pas de mortalité, ou très peu. On peut prendre un exemple assez simple, c'est celui de l'équipe de Strasbourg, puisqu'ils ont publié 3 articles sur cette pathologie dans le temps, dans le même service, et on voit qu'il y a une amélioration de la mortalité et une amélioration de la morbidité avec le temps. Et j'ai sorti pour vous les séries chirurgicales qui ont quand même un certain volume depuis 8 années. Et vous voyez que dans la colonne, une des colonnes du milieu, c'est que les périodes d'observation de ces publications sont très variables. Il y a par exemple en Inde une publication entre 2010 et 2013. Mais en Tunisie, une publication de 1984 à 2008. Donc les périodes sont très variées. Et on voit que la mortalité n'est quand même pas nulle. Et elle comporte essentiellement des décès sur des formes complexes que j'ai mis dans la colonne de droite.
les casuistiques ne sont pas très importantes, hein, c'est des séries de 25, 40, 100, 115. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait opérer ces patients? Eh bien, c'est pour la prévention de la récidive d'une hémoptysie sévère. La chirurgie peut être indiquée pour supprimer les symptômes d'une lésion chronique cavitaire, ce qu'on appelle la CCPA en langue anglaise, et éviter l'extension de la maladie aspergillaire. Mais l'essentiel des indications, c'est prévenir la récidive d'une hémoptysie sévère. Quand il survient une hémoptysie, il faut éviter la chirurgie en période d'hémoptysie. C'est surtout dans ce contexte-là une chirurgie qui est difficile et dangereuse. Et l'indication, quand on en dispose, c'est à l'embolisation. Et l'embolisation a un taux élevé de succès, parfois en 2 ou 3 séances, mais également un taux important de récidive dans le contexte. Regardez par exemple cette statistique provenant de Corée. C'est le taux de récidive après embolisation pour hémoptysie sur tuberculose en fonction de la présence ou non d'un aspergillome. Et vous voyez que quand il n'y a pas d'aspergillome, la récidive de l'hémoptysie est beaucoup moins fréquente que quand il existe un aspergillome. Voici une autre série du même pays, et avec le même nom, mais c'est pas le même auteur, qui montre exactement la même chose. Donc quand on a une embolisation dans un contexte d'aspergillome, les récidives sont quand même très fréquentes. Alors, quand on a une forme assez simple, un grelot aspergillaire dans une cavité à parois plutôt fines, ce grelot peut disparaître, il peut rester stable, mais il y a un potentiel d'évolution assez fréquent vers une forme plus agressive, la cavité augmente et le poumon autour de l'espace aérien peut s'altérer. Il y a un risque d'hémoptysie sévère. Les antifongiques sont en général non indiqués dans ces aspergillomes simples, et la chirurgie n'est indiquée en général que quand il existe des hémoptysies ou quand il y a une augmentation assez nette de la cavité. Par contre, dans le contexte d'une aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, que vous devez rencontrer beaucoup plus souvent, l'indication première du traitement, c'est un traitement médical antifongique, et j'ai emprunté une diapositive de Jacques Cadranel concernant les efficacités de ce traitement avec l'itraconazole, ou mieux avec le voriconazole. Et le taux de succès de ces traitements est assez satisfaisant, sans être parfait, sur des séries casuistiques qui ne sont pas très importantes. Et dans les recommandations de Denning, eh bien, l'itraconazole, le voriconazole ont un poids de recommandation qui est important, un petit peu moins le posaconazole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au point de vue durée de traitement? Eh bien, quand on regarde dans le détail ces indications, le traitement de l'aspergillose, c'est plutôt 6 mois, et on se demande souvent si on n'a pas intérêt à continuer encore plus, compte tenu du risque de rechute qui est relativement important. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans ce contexte-là? La chirurgie dans l'aspergillose chronique cavitaire, CCPA, ou dans les formes subaiguës, elle est plus difficile du fait des lésions parenchymateuses. Elle doit être encadrée par un traitement antifongique dont je viens de parler, préopératoire, péri- et post-opératoire, et malgré la chirurgie et le traitement fongique périopératoire, il y a un certain risque de rechute. Il n'est pas très important, mais ça peut arriver. Alors, quand on s'intéresse à la chirurgie, eh bien, on se pose souvent la question de savoir si, effectivement, il y a un intérêt à faire un traitement avant, puisqu'on va retirer les lésions. Et il y a eu un certain nombre de publications sur ce sujet, avec beaucoup d'auteurs disant donc que dans l'aspergillome, il n'y avait pas d'intérêt à faire un traitement préopératoire, mais il y a une série, celle de Lee, disant que la survie à 10 ans était meilleure chez les patients qui avaient subi un traitement médical de cette aspergillose, et puis l'expérience de Tenon, globalement,
décrivant que la mortalité post-opératoire des patients qui ont été traités en préopératoire par un traitement médical était plus faible que s'il n'y avait pas eu de traitement médical. Donc tout ça pour aller dans le sens, probablement, si on en a les moyens, d'un traitement préopératoire antifongique, en particulier dans les formes chroniques cavitaires. Et on retombe sur le schéma de Sandrine Godet, qui, regardant le schéma thérapeutique des aspergilloses pulmonaires chroniques, sépare à gauche l'aspergillome simple, SA, ou bien il ne se manifeste pas, et en principe il n'y a pas de traitement à y faire, ou bien on le résecte, ou bien il y a une hémoptysie sévère et on réalise une embolisation. De l'autre côté, il y a les formes chroniques, qui sont toutes les formes qui ne sont pas l'aspergillome simple. Eh bien, s'il n'y a pas d'hémoptysie, eh bien, il faut mettre en route, ou bien, et s'il y a des symptômes, il faut mettre en route un traitement médical, et puis la chirurgie peut se discuter secondairement, mais le traitement médical est l'élément principal. Et puis dans ces formes autres que l'aspergillome simple, bien sûr, s'il y a une hémoptysie, il faut faire une embolisation, et ensuite on revient à la situation précédente. Alors dans les recommandations de Denning, eh bien la place de la chirurgie dans l'aspergillome simple, c'est pour faire la cure et la prévention, la cure de l'aspergillome et la prévention des hémoptysies. Les recommandations sont bien nettes. Il faut faire une lobectomie ou une résection segmentaire avec une étude du risque-bénéfice, bien entendu. Mais dans les formes chroniques cavitaires, eh bien, les recommandations sont plus compliquées. Il faut discuter, bien sûr, des lobectomies, des pneumonectomies. En général, c'est plus compliqué à discuter compte tenu des risques opératoires. Et les thoracoplasties et les transpositions musculaires dont je vais vous parler ont des indications qui sont beaucoup plus discutables. On va revoir ça dans le détail parce que le tableau est quand même assez compliqué, mais vous pouvez retrouver la référence dans le RJ. Alors, nous, sur le plan chirurgical, eh bien, il faut faire une évaluation, bien sûr, de la fonction respiratoire, des risques cardiaques, de l'état artériel du patient, de son état nutritionnel, c'est assez banal. L'évaluation du risque anatomique, bien regarder le scanner pour savoir s'il y a une atteinte pleurale importante avec épaississement, s'il y a des cavités irrégulières qui communiquent sur les lobes voisins. Parfois, un patient a eu un antécédent de lobectomie, ce qui complique la situation. Est-ce que dans les territoires qui ne sont pas atteints, la plèvre n'est pas épaissie, ce qui va gêner la réexpansion? Et puis le pire, c'est l'évaluation anatomique quand on a besoin d'une pneumonectomie, et il est difficile d'évaluer les risques. Alors voici une série de 64 traitements chirurgicaux de l'aspergillome, et dans cette étude, les auteurs avaient essayé d'identifier les facteurs de morbidité. Il y avait une morbidité accrue quand il y avait une tuberculose sous-jacente responsable des lésions. Le type d'aspergillome simple ou complexe ne semblait pas participer au risque. S'il y avait une hémoptysie massive dans des antécédents récents, le risque était très augmenté. Et puis l'extension de l'intervention, qui obligeait à une pneumonectomie, augmentait de façon importante le risque opératoire, ça c'est évident. Alors, j'ai regardé les différents types d'interventions réalisées dans les publications chirurgicales des périodes les plus récentes depuis 2011. Et vous voyez, quand on fait le total des actes réalisés, que le standard de la chirurgie de l'aspergillome et de l'aspergillose, c'est la lobectomie. D'autres auteurs ont réalisé pas mal de wedge, 145. Les segmentectomies sont peu fréquentes. Les pneumonectomies pour poumons détruits, aspergillisés, sont relativement fréquentes. Il y a 73 cas. Et par contre, les thoracoplasties et myoplasties sont peu fréquentes. On va en parler. De même que les spéléotomies.
Alors je vous montre un certain nombre d'exemples. Voici un patient qui a eu une tuberculose en 2008, il a fait des hémoptysies répétées, son VMS est correct, 73%, eh bien il va avoir tout simplement une lobectomie supérieure droite sous vidéothoracoscopie puisque les lésions sont assez éloignées de la plèvre et qu'il y a peu d'adhérence. Les suites sont simples. Un autre patient, 50 ans, il avait eu la cure d'un pneumothorax bilatéral, il avait des dystrophies biapicales et il en restait probablement qui se sont colonisés à xénopie au niveau de l'apex gauche. Secondairement, les lésions qui ont progressé sous xénopie se sont aspergilisées, le VMS était correct et le patient a eu aussi une lobectomie supérieure gauche sans difficulté. Voici un patient qui a une sarcoïdose, il a un aspergillome du culmen, sa fonction est encore parfaite, il est sous corticoïde et on va descendre au maximum la corticothérapie, on va lui mettre du Véfen puisque c'est un aspergillome dans un contexte d'aspergillose cavitaire et on va essayer d'être économe en parenchyme pulmonaire en réalisant une culminectomie avec des suites simples. Voici des lésions beaucoup plus modestes, un aspergillome simple sur cavité à parois fines. À gauche, c'est un patient pour lequel on découvre par hasard, dans le contexte d'un asthme, cette aspergilisation d'une cavité. Et à droite, c'est dans le contexte d'un bilan pré-transplantation rénale avec une fonction normale. Quel geste faire dans ce contexte? Eh bien, on a tout à plus économe possible. On pourrait faire un culmen, mais on peut faire aussi une segmentectomie apicale, voire une résection typique à la pince automatique ou à la main. Si un patient de soit il a une hémoptysie, on se dit c'est un cancer, il a une petite thoracotomie, on fait une résection de cette image, l'extemporané nous dit que c'est un nodule aspergillaire. C'est une forme qui est quand même assez peu fréquente. Alors malheureusement, la chirurgie de l'aspergillome n'est pas toujours simple et parfois, quand on a fait une lobectomie, le lobe qui reste n'arrive pas à se regonfler suffisamment pour occuper la cage thoracique. Et on peut être amené, soit d'emblée parce que le chirurgien a compris qu'il aurait un échec sinon, soit secondairement, quelques 15 jours, 3 semaines après la première intervention ou 3 mois plus tard, à faire une thoracoplastie complémentaire ou bien transplanté rénal, donc sous immunodépression, avec en plus un diabète à l'insuline. Il a une colonisation qui va secondairement s'aspergiliser, le traitement est un échec, il saigne, il est embolisé, il a un VMS à 54%, et on lui propose une lobectomie supérieure gauche. Malheureusement, il y a des adhérences pleurales, le lobe inférieur ne se réexpand pas correctement, et on va être amené à faire en complément une myoplastie du grand dorsal, ce qui veut dire qu'il faut avoir prévu avant l'intervention l'utilisation du grand dorsal pour ne pas le couper dans la thoracotomie. Un autre exemple, patient de 56 ans, il a eu une cure de pneumothorax 22 ans avant et il est colonisé à mycobactéries atypiques qui vont créer des cavités qui vont secondairement s'aspergiliser. Il a un bon VMS, une lobectomie supérieure gauche est faite, mais le lobe inférieur ne se réexpand pas et on va lui faire une thoracoplastie de 4 côtes. Vous voyez sur la radiographie post-opératoire, même si elle est en post-opératoire immédiat, que les thoracoplasties sont quand même assez délabrantes et il faut vraiment faire très attention à l'indication de ce genre d'intervention complémentaire qui abîme la fonction respiratoire. Alors là, c'est le cas typique, vous devez en voir de temps en temps de patients qui ont un poumon détruit post-tuberculeux, par exemple, et qui s'aspergilisent secondairement sur une cavité aérée. Et
il y a un risque qui n'est pas nul, un risque de sepsis sur la cavité. La préparation se fait à des antifongiques par voie générale, de la kinésithérapie, des antibiotiques, et puis en péropératoire des antifongiques intracavitaires. C'était une fois, les suites ont été simples. Alors, ça c'est très bien, c'est de la chirurgie qui n'est pas très compliquée, les gestes opératoires sont relativement simples, mais on a de temps en temps des patients qui ont des poumons assez abîmés, avec une aspergilisation, et la fonction respiratoire ne permet pas de réaliser une thoracotomie pour une exérèse pulmonaire. Alors des traitements médicaux locaux ont été proposés, des instillations d'antifongiques, par exemple par aérosol, par ou bien en mettant une pâte qui va un peu rester dans la cavité contenant des antifongiques. Ça, c'est l'équipe de Toulouse qui nous avait proposé ça. En réalité, ça peut marcher un temps et puis l'aspergilisation revient. Il a été proposé par certains auteurs de faire de la radiothérapie pour scléroser les circulations artérielles bronchiques, avec quelques résultats, mais je n'ai jamais vu de recommandation de ce type. Et puis j'ai vu un papier récent d'obstruction de la bronche afférente à la cavité, puisque si on coupe l'apport d'oxygène, eh bien l'aspergillus va mourir. Et là, c'est une petite publication récente asiatique de 2 cas avec, vous voyez, un occludeur dans les bronches et des suivis de 3 et 5 ans avec des bons résultats. Donc peut-être qu'il y a dans certains endroits dans le monde la possibilité de faire ce type de réalisation avec un certain succès. Et ça peut d'ailleurs nous intéresser, nous, parce que l'occlusion peut entraîner la diminution de la taille de la cavité, peut permettre de faire plus facilement une myoplastie sur une cavité limitée. Alors, la chirurgie peut être indiquée chez ces patients qui ne peuvent pas supporter d'exérèse, et on peut avoir envie de mettre dans la cavité un musée. Kinshasa qui se connecte. Voilà. On peut donc aborder la cavité, retirer la triffe aspergillaire, fermer les fistules bronchiques et mettre un muscle dans la cavité, c'est ce qu'on appelle la cavernomyoplastie dans le même temps, ou bien mettre à la peau la cavité, qu'on appelle une cavernostomie ou une spéléotomie, faire des soins locaux prolongés, et quand il n'y a plus de fuite aérienne dans le fond de la cavité, faire une myoplastie secondaire. Et vous voyez que dans cette stratégie, il y a un auteur qui en a fait 115. C'est quand même assez impressionnant. Alors, quand on veut mettre un muscle dans une cavité aspergilisée, si vous mettez en route un traitement médical, eh bien, il est probable que quelques mois plus tard, les parois vont se simplifier, et donc il faut juste faire un scanner avant la chirurgie, et en général, la cavité que l'on voit est plus grande que celle que l'on avait avant la mise en route du traitement médical. Donc, il faut refaire un scanner. Alors, voici une publication turque d'une cavernomyoplastie dans un temps. Vous voyez les images. Avant, il y a une cavité avec un gros lot, et puis l'auteur nous propose le scanner après. Et le scanner après montre quand même un résultat moyen ou médiocre. Il existe encore une petite cavité. Parce que quand on ouvre la cavité d'une caverne aspergilisée, eh bien, il y a des fistules bronchiques, il y a des communications bronchiques, et quand on suture ces communications bronchiques, dans un milieu qui est en général infecté, il y a un risque que ces sutures ne tiennent pas et que les fistules bronchiques réapparaissent. Je vous montre un exemple dans notre centre.
d'une patiente qui a un VMS à 46%, qui a un grelot aspergilaire bilatéral. Elle est sous FM qu'elle supporte très mal et on lui propose une cavernomyoplastie en un temps. Voici la chirurgie. Vous voyez du côté gauche que l'on a fait un abord entre l'omoplate et le rachis et on a ouvert la cavité, on a retiré l'aspergillus, on a fermé les fistules bronchiques et puis la deuxième incision a permis de prendre le grand dorsal que l'on va mettre, et c'est la photo de droite, dans la cavité pour la boucher. Et vous voyez que après cette intervention, du côté droit, il n'y a plus de cavité. La cavité est comblée par le muscle grand dorsal et il va falloir traiter l'autre côté. On traite l'autre côté avec une image péropératoire et vous avez la radiographie post-opératoire à gauche qui paraît très satisfaisante. Mais vous voyez à droite qu'on a l'impression qu'il existe de nouveau une petite cavité. Le muscle qui a été mis en place a probablement joué un effet insuffisant du fait de la réouverture de fistules. Donc, cette cavernomyoplastie en un temps me paraît relativement dangereuse. Mais elle est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de faire de soins prolongés. J'aurais plutôt tendance à parler des cavernostomies suivies de myoplastie éventuellement. En quoi cela consiste? C'est ce qu'on appelle une spéléotomie. On va mettre la cavité au contact de l'extérieur en coupant une côte, parfois deux côtes. Il faut suturer les fuites bronchiques qui sont dans le fond de la cavité. Et comme on a fait un petit abord, si on libère le muscle intercostal, on peut le poser sur les réparations des fistules bronchiques pour essayer de rendre tout ça. Et puis, à l'heure de la chirurgie moderne, on a, dans la photo moyenne, des espèces de jupes en plastique qui permettent de rentrer les compresses dans la cavité sans frotter les tissus. Donc c'est beaucoup moins douloureux quand on a ce type de jupe qui s'appelle les jupes Alexis. Ça se trouve maintenant dans beaucoup de disciplines, thoraciques, chirurgie digestive. Le problème, c'est qu'il faut faire des soins quotidiens, remplacer les compresses tous les jours, mais si ça devient propre, on peut faire ça à la maison et espacer les pansements avec une infirmière qui vient de temps en temps. Et puis, on attend d'être sûr qu'il n'y a plus de fistule bronchique. C'est pas très compliqué. Une fois de temps en temps, quand on fait le pansement, on verse un petit peu d'eau dans la cavité, on fait tousser le patient et on voit s'il y a encore des fuites ou si elles ont disparu grâce au bourgeonnement qui s'est installé dans la cavité. Et quand il n'y a plus de fistule bronchique, en Europe, si on en a les moyens, on utilisera un pansement aspiratif qu'on appelle un VAC. Et puis secondairement, si on le peut, on va fermer la cavité que l'on avait pour qu'il n'y ait plus besoin de faire des pansements. Grâce à une myoplastie, on va occuper la cavité avec un muscle. Alors je vous montre ce que c'est qu'un pansement aspiratif. Vous avez la cavité qui est soulignée en rouge. On a mis dedans une mousse. Par-dessus la mousse, on a mis un film. Et sur ce film, il y a un système aspiratif qui fait qu'en permanence, on crée dans la mousse qui représente le pansement une dépression. Alors bien entendu, si on crée une dépression, les parois de la cavité vont avoir tendance à se rapprocher de la peau et la cavité va avoir tendance à diminuer de volume, ce qui fait qu'on pourra plus facilement mettre un muscle dans une cavité plus petite. Mais c'est un système qui est compliqué et tout le monde ne l'a pas. Alors, une forme rare, c'est l'aspergillose pleurale. On le voit en post-opératoire la plupart du temps. Il existe, pour qu'il y ait de l'aspergillus, nécessairement une fistule bronchopleurale. Le traitement, c'est le comblement par thoracoplastie ou myoplastie.
Et il y a le même problème des fistules bronchiques à obstruer. Donc la myoplastie, elle est plutôt à faire en 2 temps. Voici par exemple un patient qui avait une lobectomie supérieure droite avec résection anastomose pour un cancer. Il a eu de la chimiothérapie et radiothérapie post-opératoire et 6 mois ou 8 mois plus tard, on constate une cavité résiduelle qui va s'aspergiliser, qui nécessitera donc un traitement après en route du VFEND qui ne sera pas efficace. Alors, l'aspergillose invasive, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Après chimiothérapie des leucémies, dans le contexte des greffes de moelle osseuse, et le mécanisme de ces aspergilloses invasives, c'est la colonisation du poumon par foyer lors de la neutropénie sévère. Et quand on sort de cette neutropénie sévère, eh bien, les lésions aspergillisées vont s'infarcir, c'est le signe du halo, et parfois on a des nécroses vasculaires entraînant une hémoptysie foudroyante et un décès. Et s'il n'y a pas eu d'infarcissement avec nécrose vasculaire et décès, eh bien à distance on peut avoir des grelots secondaires à la chimiothérapie qui vont gêner la décision d'une cure de chimiothérapie suivante ou la décision de réaliser une greffe de moelle osseuse, si bien que il y avait eu dans la littérature un certain nombre d'indications chirurgicales, soit pour prévenir l'hémoptysie mortelle, parce que les lésions étaient très proches des vaisseaux, soit parce qu'on a un grelot résiduel et qu'il faut le traiter avant une nouvelle chimiothérapie. Est-ce que ces indications persistent à l'heure actuelle? Eh bien, on pourrait penser qu'elles sont devenues extrêmement peu fréquentes. J'en veux pour preuve cette publication très récente, 2019, de 2 cas venant d'Asie. Et l'auteur a fait une revue de la littérature. Et vous voyez que l'essentiel des séries chirurgicales dans le cadre de l'aspergillose invasive et de ses conséquences après la sortie de la neutropénie, eh bien, ces séries chirurgicales sont essentiellement des séries anciennes. Avec les traitements antifongiques actuels, il y a de moins en moins d'indications de chirurgie post-chimiothérapique ou pour retirer les séquelles, les grelots aspergillaires qu'il y a après chimiothérapie. En conclusion, le risque de la chirurgie d'aspergillome a diminué très nettement dans la plupart des séries. Elle doit être proposée quand la fonction le permet, surtout en cas d'hémoptysie récente, parfois aussi poussée par des symptômes associés, dans le contexte de l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire. L'encadrement par des azolés paraît souhaitable, sauf dans les tout petits aspergillomes simples à parois bien fines. Les gestes chirurgicaux dans ce contexte, c'est surtout les exérèses, et vous avez vu essentiellement des lobectomies, mais dans une situation chirurgicale mondiale où on a tendance à être de plus en plus économe, les wedges et les segmentectomies vont sûrement être de plus en plus fréquentes. Et par contre, les cavernomyoplasties en 1 ou 2 temps sont à réserver à des formes très très particulières. Il faut avoir un certain savoir-faire, mais ça rend des services aux patients quand on ne peut rien faire d'autre. Je vous remercie. Merci Pierre. Eh bien, écoutez, la discussion est ouverte. Vous pouvez rallumer vos micros et poser vos questions. S'il vous plaît, est-ce que vous levez le bras pour montrer que vous avez une question à poser? Je vous vois tous. Qui veut intervenir? Sujet peut-être très technique. Oui. Il faut digérer, hein. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Oui. Oui, c'est Dakar. Oui, allez-y. En fait, Allez-y.
Oui, c'est pas une question, c'est que comme nous savons que la plupart du temps, ces aspergillomes on les voit dans les cadres des séquelles de tuberculose, et comme nous sommes dans un pays d'endémie, on a beaucoup de tuberculose, on voit beaucoup de cas comme ça, et la plupart du temps, notre problème, c'est des lésions étendues qu'on a, avec d'autres les séquelles telles que des dilatations des bronches, des cavités bilatérales, et donc on a tout le temps des problèmes avec les chirurgiens cardiovasculaires pour prendre une décision. On a des patients qui souffrent, la plupart des symptômes, les symptômes les plus graves, c'est l'hémoptysie, et on a des patients qui font des hémoptysies chroniques qui sont récidivantes, et les chirurgiens parfois peinent à prendre une décision radicale pour faire une intervention chirurgicale, parce que lésions trop étendues, bilatérales, et parfois associées à d'autres séquelles telles que des dilatations des bronches. Donc c'était pour partager avec ça, voir si c'est le cas dans d'autres pays, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Merci. Moi, si j'ai montré de nombreux exemples, c'est pour vous expliquer les indications qu'on a le plus souvent dans nos services chirurgicaux, parce qu'effectivement, il y a énormément d'aspergillisation de multiples cavités séquellaires de tuberculose diffuse qui ne permettent pas d'envisager des traitements chirurgicaux. Et si je me suis permis de rentrer dans le détail des spéléotomies, des cavernostomies, c'est que il y a sûrement un certain nombre d'indications à ce type d'intervention quand il y a des cavités aspergillisées qui saignent, qui sont proches de la paroi, chez des gens que l'on ne peut pas, à qui on ne peut pas faire d'exérèse parce qu'il y a des lésions trop importantes. Nous, on n'en voit pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop ce type de patients, mais vous avez vu qu'il y a une série de cavernostomies suivies de myoplastie de 115 cas. Il y a sûrement des centres qui ont des expériences là-dessus et qui sont capables de rendre service à des populations importantes de patients ayant des cavernes. Le problème, c'est qu'il faut que la caverne soit relativement proche des côtes. Si elle est très profonde dans le parenchyme pulmonaire, il est difficile d'envisager un traitement de comblement par une intervention chirurgicale. Mais est-ce que, quand on voit les radios de ces patients-là, c'est impressionnant, il y a des adhérences, le poumon est en mauvais état, etc. Est-ce que finalement c'est une chirurgie compliquée ou est-ce que c'est faisable par quelqu'un qui a une petite expérience? C'est une chirurgie qui est compliquée parce que, enfin, elle est minutieuse parce qu'il faut faire attention aux fistules bronchiques dans les séparations entre un lobe et le lobe voisin, et il y a beaucoup d'adhérence pleurale. Donc c'est une chirurgie qui est compliquée, mais dans les pays qui ont une prévalence importante de la tuberculose, tous les chirurgiens thoraciques ont l'habitude de ces patients-là. Ce sont des patients dont nous avons pas trop l'habitude, mais en Afrique, les chirurgiens qui font de la chirurgie thoracique ont ce genre de pathologie fréquemment, et donc ils sont habitués. Donc ça nécessite pas. Mais enfin, il n'empêche qu'ils ont dû être formés tout de même à cette chirurgie. En grosse habitude, beaucoup de cas, ils ont fait des lobectomies pour cancer, etc. Ouais. Mais ce type de chirurgie, ils ont beaucoup moins l'habitude. Oui, absolument. Une autre question. Allez-y. Oui, c'est sur le fait que la chirurgie doit être évitée, surtout quand il y a des saignements. Attendez, parce que vous êtes deux à intervenir en même temps, là, s'il vous plaît. Qui veut Antananarivo, allez-y, puis après, je ne sais pas qui intervenait. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous précisiez un peu l'intervalle de temps qu'il faut mettre. Vous avez dit que quand il y a une hémoptysie importante, il faut pas tout de suite faire l'intervention. Il faut faire donc le traitement antifongique. Vous avez dit qu'il faut 6 mois environ, 8 mois même, avant de faire la chirurgie. Je voudrais savoir quels sont les moyens de surveillance et quand est-ce qu'il faut décider pour la chirurgie afin qu'il n'y ait plus d'hémoptysie. Merci.
le traitement de l'hémoptysie, c'est l'embolisation. Quand il y a des lésions relativement étendues, l'indication de la chirurgie est discutable puisque elle est compliquée. Ah. Excusez-moi. L'indication de la chirurgie est difficile. Alors, il est important de savoir si le traitement médical de lésions aspergillisées va être efficace. Si on a une disparition de l'infiltration aspergillaire par le traitement médical, il est sûr que on a tendance à tergiverser, à attendre, à ne pas se décider. Et donc, je pense que il est normal, quand la chirurgie est un petit peu compliquée, quand on doit faire une lobectomie sur des lésions cavitaires un petit peu diffuses du lobe, avec des adhérences pleurales, il est normal que l'on essaye de façon prolongée le traitement médical. En général, les indications, elles viennent du fait que les hémoptysies vont revenir et qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à stabiliser le patient et qu'un jour ou l'autre, on n'arrivera plus à emboliser et que si c'est faisable, on décide de la chirurgie. Mais habituellement, on ne voit pas des patients qui ont une embolisation, 6 mois de traitement par VFEND, et puis on décide 6 mois après qu'on va l'opérer. On fait le traitement médical et c'est souvent parce qu'une récidive de l'hémoptysie survient qu'on se décide à faire la chirurgie. Mais il faut mieux essayer d'attendre quand on peut, chez des patients qui ont des aspergilloses chroniques cavitaires, que le traitement antifongique ait été mis en place. Ce sont les recommandations qu'il y a partout. En tout cas, il ne faut pas opérer en période d'hémoptysie, mais malheureusement, les récidives d'embolisation sont souvent de plus en plus difficiles à être efficaces. La première embolisation marche bien, on en refait une 3 mois après, le résultat est moins satisfaisant, et puis un jour les radiologues disent on n'y arrive pas, avant c'était les bronchiques, maintenant on a une revascularisation intercostale, ça va devenir compliqué, et donc on finit par voir avec le chirurgien si on peut pas faire un traitement radical chez un patient qui a le traitement médical et l'embolisation. Oui, mais si vous permettez, Pierre, tu dis, on n'opère pas en période hémoptoïque, enfin quand il y a une hémoptysie abondante. Ceci dit, je ne sais pas parmi vos centres combien on dispose de l'embolisation. Par conséquent, il faut attendre que ça se calme tout seul, en sachant que ce sont des malades fragiles qui peuvent faire des hémoptysies cataclysmiques. Donc ça pose problème. J'imagine, à Antananarivo, vous avez la possibilité de faire des embolisations? Non, on n'a pas le moyen. Parce qu'il faut des radiologues qui aient l'habitude de le faire. C'est pas tous les radiologues ne le font pas. Hein. Donc ça repose un peu. Je remets ça sur le tapis. Oui, ça repose un peu la question. Tant que ça saigne, on n'intervient pas. Mais quand on n'a pas moyen de contrôler les choses par l'embolisation, c'est plus difficile à décider. Et je dois dire que dans ce contexte-là, si on n'a pas le recours possible à l'embolisation, si on a une cavité aspergillisée qui augmente en taille, avec des destructions parenchymateuses voisines qui sont assez localisées, c'est vrai que c'est quand même ennuyeux de laisser évoluer une cavité aspergillisée quand les lésions sont localisées et de ne rien faire. Parce qu'un jour ou l'autre, les patients vont finir par saigner, et si on n'a pas le recours à l'embolisation, ils vont être opérés alors que le reste du poumon aura peut-être eu un bourrage alvéolaire avec du sang et que les conditions seront beaucoup plus difficiles. Donc ça, je dois dire que nous n'avons pas cette réflexion, mais ça dépend aussi de la qualité des chirurgiens qu'on a, du risque opératoire local, l'expérience des gens. Très bien. Quelqu'un d'autre voulait intervenir, je ne sais pas. Oui, c'était Zouher. Vas-y, Zouher. Vous voulez, Antananarivo, vous voulez couper votre micro maintenant, s'il vous plaît? Parce que, merci. Zouher, on t'écoute.
Ben, oui. Il y a eu des publications là-dessus, mais de toute façon, la cavité est drainée, elle est aérée, elle est drainée, donc les produits ne restent pas très longtemps dans la cavité, mais ça a été publié. Le problème, c'est que quand on arrête le traitement, eh ben, l'aspergilisation revient la plupart du temps. Je n'en ai pas, moi je ne me dis rien, mais c'est souvent à distance. Oui, c'est plutôt à distance sur des séquelles. Ah, ça je ne sais pas. Zouher, tu vas te renseigner puis tu nous donneras la réponse la prochaine fois. Moi je ne sais pas, c'est toujours du fumigatus chez nous. Bah oui, c'est... Merci. Oui. Oui, mais en tout cas, on a vu qu'à Tunis, vous avez l'expérience de la chirurgie des aspergillomes. Hein, vous avez des séries importantes. Non, et puis aussi, on a un autre problème, je dirais en France en tout cas, c'est que Pierre nous parle de cette chirurgie qui est quand même pas facile, chez des patients difficiles. Les jeunes chirurgiens thoraciques n'ont pas une grosse expérience de ce genre de chirurgie. C'est ça la difficulté. Oui. Nous, à Tours, on a la chance d'avoir un chirurgien qui a été formé à Strasbourg où ils ont l'expérience de cela, mais on sait que c'est pas le cas partout. Quelqu'un d'autre voulait intervenir? Je peux poser la question? Oui, allez-y. De Bangui. Bangui, on vous écoute. Oui. En parcourant toutes vos séries que vous avez affichées tout à l'heure, on se rend compte qu'on n'a pas de série pédiatrique. Pourtant, dans les pays où la prévalence de la tuberculose est élevée, j'estime que également le monde pédiatrique va être un monde à risque. Est-ce que vous avez de l'expérience par rapport à ça et est-ce que les risques sont les mêmes que dans le monde adulte? Non, c'est vrai que je n'ai pas vu dans la littérature de séries pédiatriques. Le problème, c'est peut-être que les circuits de publication des séries pédiatriques est peut-être un petit peu différent, mais moi je n'en ai pas vu. Mais est-ce que vous avez vu des cas à Bangui? Oh, personnellement, non. Non. Mais c'est certainement... Non, mais c'est certainement un problème de diagnostic. On est dans un pays d'endémie tuberculeuse. Il y a de fortes chances que ces problèmes se posent parce que nous avons quelques enfants sur une année, 1 à 2 cas de démoptysie. Après on met des traitements antituberculeux, tout rentre dans l'ordre. Alors je ne sais pas si à Dakar ou ailleurs en Afrique, dans des pays où la pneumopédiatrie est développée, je ne sais pas quelle est leur expérience, parce que la pneu par ailleurs aussi ici à Bangui ne touche pas les cas des enfants. Hein. Oui. Alors, on a Kinshasa qui est là et je pense qu'il y a des pneumopédiatres de Kinshasa. Vous pouvez répondre? Ils ne nous entendent pas. Bon, c'est sûr que c'est pas impossible que ça se développe chez l'enfant, mais encore faudrait-il y avoir des lésions assez anciennes, ce qui n'est pas le cas en pédiatrie, même si ce sont des tuberculoses chez des sujets jeunes. Oui, allez-y. Qui veut intervenir? Mais alors, je vais profiter là, puisqu'on a... Oui, vas-y. C'est toujours Bangui, hein? Oui, vas-y. Alors, on t'écoute. Dans des situations comme ça où il y a assez de risques dans une chirurgie comme ça et qu'on connaît le terrain, du point de vue préventif, on mettrait l'accent sur quoi?
Oui, bah, Pierre me regarde. Ben oui, c'est l'accent sur quoi? C'est d'éviter qu'il y ait des séquelles de tuberculose qui vont qui vont ensuite se coloniser par de l'aspergillus. C'est ça la prévention. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais malheureusement, quand vous voyez arriver les patients, ils ont tout un passé et puis c'est trop tard en quelque sorte. Ceci dit, il y a une autre question que je voudrais vous poser, c'est bien sûr il y a des images radiologiques typiques, il y a le grelot, etc. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des sérologies à Dakar ou à Dakar, Antananarivo ou à Bangui? Oui, à Antananarivo, nous avons la possibilité, mais c'est un peu coûteux pour la majorité des patients. Ouais. Mais quand même, c'est accessible. D'accord. Mais c'est accessible. À Dakar? Oui. On pose le diagnostic sans problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous avez une sérologie, d'accord. Oui, Donc, oui, vous pouvez faire le diagnostic. Oui, le diagnostic ne pose pas de problème. Le problème qui se pose, c'est toujours voilà, le traitement, surtout la chirurgie. Voilà. Parfois, Oui, enfin le traitement médical. Peut-être le traitement médical aussi, parce que ça coûte cher quand même. Oui, ça a un coût. Je ne sais pas quel est le prix du Vefent, mais ça ne doit pas être donné quand même. Hein. Très cher. Oui, l'itraconazole, oui. Je ne sais pas le prix de... Nous avons une question. Oui, allez-y. Oui, merci. Pourquoi le traitement antifongique n'est pas indiqué dans les cas d'aspergillose simple? En général, le grelot persiste. La communication entre la truffe aspergillaire et la circulation n'est pas très bonne. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Et donc, comme la chirurgie en général est très simple, si les patients ont fait une hémoptysie et qu'ils ont une lésion assez localisée, qui reviendra une fois, si on arrivait à guérir la truffe, la cavité persistera et un jour ou l'autre, l'aspergillus reviendra. Donc, si on a de la chirurgie simple à proposer, on le fait. Et on ne prépare pas le patient avec un traitement médical. Mais si on n'a pas la possibilité, pour une raison X, de ne pas faire de chirurgie, c'est quand même une indication d'un traitement médical. Oui, oui. D'essayer en tout cas. Toujours essayer. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Non? Oui. Oui, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, j'appelle de Kinshasa, c'est le docteur Sabouissa. Oui, allez-y. D'abord, je tenais à présenter des excuses de la part du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa qui n'a pas de temps de vous joindre, mais un problème avec la connexion. Donc, il m'a demandé de présenter des excuses de sa part. Ok. Ma préoccupation ou ma question, c'est par rapport à cette prise en charge. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que à quel moment on peut décider de faire intervenir la chirurgie par rapport à ces traitements. C'est-à-dire, si on publie un traitement médical et que le fonctionne n'est pas bon, ou on constate les montisies, on peut décider de faire la chirurgie ou pas. Et quelles sont les précautions à prendre des éléments à bien avant d'exécuter cette chirurgie? C'était en fait la question. Écoutez, Pierre, tu as compris la question? Non, il y a l'image est de mauvaise qualité, et la transmission est de mauvaise qualité. Je dois dire qu'on n'a pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez la répéter peut-être lentement, de manière à ce qu'on perçoive bien les... Oui. Allez-y. Parce que vous avez dit que notre chirurgie, c'est une chirurgie médicale. Alors, le mieux, c'est un traitement médical. Alors, je me demandais à quel moment on peut se décider de faire ces chirurgies. C'est-à-dire, si on donnait un traitement médical et qu'il y a une bonne évolution, on peut se décider de faire une chirurgie ou on peut déjà le faire à l'avance. Oui, à quel moment les éléments à tenir compte par rapport
patient avant de décider de chirurgie. Oui, si j'ai bien compris votre question, mais la transmission est mauvaise. On fait un traitement médical. À quel moment on fait la chirurgie après le traitement médical? C'est bien ça? Oui, oui. Ok. Donc, à quel moment on peut essayer de faire ça? Oui, à quel moment le traitement chirurgical est indiqué? Je crois que quand on a des lésions séquelaires relativement importantes qui justifient de faire un traitement médical, il est souvent indiqué parce qu'on découvre des lésions avec... le traitement va être prolongé plusieurs mois et c'est souvent parce qu'il y a un échec du traitement, que l'aspergillome persiste ou que des hémoptysies reviennent, que l'on va se décider à faire une intervention chirurgicale si elle est estimée pas trop dangereuse.